Bonjour tout le monde, bienvenue donc à cette journée d'études d'ATTAC-Québec. Alors, probablement que la majorité d'entre vous est pris avec ces petits formulaires à remplir pour l'impôt, hein, qui nous emmerdent beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez, on fait notre devoir de citoyen. On paye notre juste part, comme diraient certaines personnes, les gens qui ont entendu ça récemment dans quelque part, payer ce juste part. Mais il semblerait que ce n'est pas tout le monde quand même qui paie le juste part, il y en a qui ne le font pas. Hein, et il existe toutes sortes de moyens d'échapper à l'impôt pour des gens, bien sûr, très aisés. Et finalement, ces sommes peuvent être assez impressionnantes quand on les accumule, et sans compter aussi que les paradis fiscaux, ça sert aussi à camoufler de l'argent qui n'est pas trop honnête, hein, à faire accumuler avec des petites magouilles et des choses finalement qui ne sont pas très utiles pour l'ensemble de la société. Dans ces temps quand même assez difficiles, il faut dire, ces périodes d'austérité budgétaire, on a vu hier le budget du gouvernement fédéral qui est quand même assez désolant, eh bien je pense que c'est important de récupérer à peu près toutes les sommes qu'on doit pouvoir récupérer. Et en plus de ça, alors qu'on demande aux étudiants aussi de payer plus cher, d'avoir une augmentation de 75% des frais de scolarité, il faut donc réfléchir d'une manière plus large hein, sur les revenus que l'État peut retirer. C'est drôle parce qu'actuellement, on pense toujours à tout ce qu'on peut couper, mais on ne pense pas vraiment à ce qu'on pourrait aller chercher comme revenu. Alors, donc, c'est un petit peu le thème de la journée. Les paradis fiscaux, ils sont là tout le temps, ils sont là à tous les moments de l'année. Et souvent, c'est un thème qui est assez difficile à relier à l'actualité. C'est peut-être pour ça qu'on a parfois, des fois, de la misère à l'accrocher, si vous voulez, dans une espèce de continuum qui fait que dans les nouvelles, pour faire les nouvelles, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de spécial qui se passe dans ce domaine-là. Les paradis fiscaux, ça ronronne, c'est là tout le temps, puis finalement, on arrive un peu trop à y penser. Donc, nous, notre devoir, notre tâche, c'est d'essayer un petit peu de réfléchir là-dessus. C'est d'autant plus pertinent, je dirais, que une recherche de nos camarades Alain ici a prouvé que pour le gouvernement du Québec, eh bien, les paradis fiscaux, c'est quelque chose qui est inexistant. Donc, il n'y a aucune politique réelle qui a été développée par le gouvernement du Québec pour essayer de combattre ça. Donc, il y a quand même une pression à faire. Et pour le gouvernement fédéral, depuis que les conservateurs sont là, ils ont fait une loi sur les échanges de renseignements, qui est en fait une loi qui facilite l'évitement fiscal dans les Caraïbes. Donc, on peut voir qu'il y a comme une espèce de progression de l'usage des paradis fiscaux dans le monde dans lequel on est. Et donc, c'est une raison de plus pour réfléchir là-dessus. Et c'est intéressant que notre réflexion se situe en continuité avec ce que nos camarades du Canada anglais aussi ont fait. Hier, on a participé quand même, certains, Alain et moi, quelques personnes dans la salle, ont participé à une journée très intéressante, en fait à 2 journées, à un sommet sur la fiscalité équitable, organisé par les Canadiens pour l'équité fiscale, avec ce nom-là, Denis m'a pardonné. Et d'ailleurs, on a justement le coordonnateur, l'organisateur de cette journée, qui est ici. Ça va être notre invité surprise parce qu'elle n'avait pas été annoncée, mais ça me fait vraiment plaisir de le recevoir, de lui donner la parole. Et on a aussi, évidemment, plus tard, et Marie-Sophie va bien vous les présenter, 2 experts internationaux. On est très contents de les accueillir, Jean Christensen et Alvin Mosioma, donc ils vont nous entretenir. Cette journée, on la prépare depuis longtemps. Hein. Je veux dire qu'on y a pensé, ça fait 2 ans qu'on y pense, donc c'est pas toujours facile à faire aboutir à cause de la disponibilité des conférenciers, à cause de toutes sortes de problèmes techniques qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, on est vraiment content des gens qu'on a pu réunir. Et cet après-midi, eh bien, on a M. Denis Howlett, professeur à l'Université de Sherbrooke. Donc, il va nous parler d'une question qui est assez importante, c'est toute la question de la criminalité financière et comment on peut traquer justement les criminels financiers. Alors, avec ça, je pense qu'on va avoir un panorama assez large de la question des paradis fiscaux. Je donne maintenant la parole à mon camarade Alain Deneault, qui est quelqu'un que vous connaissez bien, je crois, qui a énormément réfléchi sur la question, qui a accepté aujourd'hui d'avoir une place un petit peu modeste, lui qui est toujours
conférencier qu'on entend avec beaucoup d'intérêt et qui a toujours des choses extrêmement intéressantes à dire sur la question. Donc, Alain va quand même faire une brève présentation et il sera avec nous toute la journée. Merci de ton mot. Merci tellement à tout le monde d'être ici. C'est une belle journée. C'est encourageant. C'est avec un grand plaisir qu'on a l'occasion aujourd'hui justement de renouveler le discours sur la question des paradis fiscaux. Je peux faire le point sur là où on en est dans nos réflexions à ATTAC sur la question. À savoir d'abord qu'on a l'impression que les paradis fiscaux souvent représentent, et c'est une impression qu'on a à juste titre, un problème gigantesque, un problème imminent, un problème écrasant. Parfois, devant l'ampleur des difficultés, on sent dire poindre un découragement possible. D'autant plus que pour l'analyse qu'on a pu mener à ATTAC, je pense aussi à ce qui se fait, Claude a parlé de mes interventions, mais il y a aussi Gisèle Raymond qui donne un comité sur les paradis fiscaux à ATTAC, Catherine Caron, communication et Claude comme président, qui interviennent régulièrement sur la question, qui la mentionne, qui essaie d'inscrire dans le débat public. On constate que les paradis fiscaux, si on n'a pas froid aux yeux, si on est adulte politiquement, si on prend les choses frontalement, constituent un problème majeur qui excède même l'enjeu fiscal. Les paradis fiscaux sont seulement un type de législation dans la grande famille, dans le grand réseau de ce que j'appelle les législations de complaisance. Les paradis bancaires, les paradis réglementaires, les paradis judiciaires, les zones franches, les ports francs, sont autant de législations qui, au fond, permettent quoi? Permettent à des acteurs puissants de contourner les règles des droits et des devoirs qui, en principe, prévalent dans les États de droit pour trouver dans ces souverainetés louées, dans des souverainetés de complaisance, des politiques du laisser-faire. Une sorte de droit paradoxal qui nous renvoie à l'état de nature, à l'état de la loi de la jungle, alors que précisément, historiquement, dans la modernité, nos états de droit ont été constitués pour nous sortir de l'état de nature. Donc, une sorte d'état dans lequel tout est permis et où on voit apparaître des acteurs sociaux, c'est-à-dire des acteurs, des multinationales, des détenteurs de capitaux, des détenteurs de fortune, être capables dans les paradis fiscaux de s'ériger dans l'histoire comme des acteurs devenus souverains, au sens où être souverain, c'est être capable de prendre des décisions qui s'ensuivent immédiatement d'effet dans l'histoire. Et c'est ça, être souverain dans les paradis fiscaux, c'est avoir accès à des assises législatives que sont les législations de complaisance elles-mêmes, de disposer de tout un réseau bancaire extrêmement puissant, de pouvoir créer des filiales d'entreprises et des entreprises comme telles à souhait, ensuite de développer des fonds à risque, ceux-là même qui ont provoqué la crise de 2008, éventuellement des compagnies d'assurance, et toutes ces institutions-là permettent ensuite de procéder aux besoins à la corruption politique, au financement de caisses noires de partis politiques, au trafic d'armes si on est dans le domaine des ressources naturelles et qu'on veut avoir accès aux ressources là où il y a des tensions et des conflits, éventuellement la mobilisation de mercenaires, les chambres de compensation, les sociétés de clearing. Oui, je parle trop vite, hein, mais c'est ça, on a des interprètes. Excusez-moi, c'est que le temps file. Donc, on a les sociétés de clearing qui constituent une sorte de notariat privé qui inscrit, je ralentis le live, des firmes de notariat archi-privées qui, en fait, inscrivent le fait des transactions internationales dans ces espèces de droits noirs dont parle Denis Howlett, sur lesquels il faudrait travailler parce qu'il s'agit pour l'instant d'hypothèses sommaires. Les zones franches qui permettent le développement de l'industrie au sens physique, les ports francs qui permettent le transport maritime et qui expliquent beaucoup le phénomène de la délocalisation des entreprises dans le cadre de la globalisation. Donc on voit que les paradis fiscaux, j'ai lancé ça en vrac, habituellement je prends 1 heure pour expliquer tout ça, là, mais on voit que les paradis fiscaux mordent sur tous les secteurs d'activité de la vie sociale, les paradis fiscaux et surtout les législations de complaisance, c'est-à-dire toutes les formes, les quelques 80 législations de complaisance. Et en cela, il y a eu effectivement d'être tétanisé, de se dire, bon, par où on commence. Ça, c'est un premier point. On en est là, je dirais.
quelques années. On en est aussi à une autre chose, c'est de comprendre le rôle complaisant, pour ne pas dire la compromission du Canada dans l'élaboration de ce grand réseau des législations de complaisance. Je n'ai pas le temps de faire tout un exposé, mais on peut seulement rappeler en une phrase que bien des Canadiens ont été des maîtres d'œuvre dans l'élaboration du système bancaire, fiscal et législatif de paradis fiscaux des Caraïbes tout au cours du XXe siècle, qu'il y a depuis 1980, pour le dire ainsi, un corridor d'amnistie fiscale permanente entre la Barbade et le Canada. Halifax tente à devenir un pôle de complaisance en lien avec les Bermudes dans le domaine de l'assurance et des fonds à risque depuis quelques années. La bourse de Toronto est devenue acheter des actions de la bourse des Bermudes et un représentant de la bourse de Toronto siège sur le conseil d'administration de la bourse des Bermudes. Le Canada partage son siège dans les conseils consultatifs ou décisionnels de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international avec un collectif des paradis fiscaux que je vous énumère rapidement: Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Barbade, Belize, Dominique, Guyana, Grenada, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Lucie, Saint-Vincent et Grenadines et l'Irlande. Donc là, on a vraiment une collaboration formelle entre le Canada et les paradis fiscaux, qui est parmi les plus controversés, sans parler des fondations et des trusts. Je fais vite, on en est là. Et aujourd'hui, on est très ravis de pouvoir entendre des gens compétents qui ont réfléchi sur la question et qui vont nous aider, on peut s'y attendre, à déplacer le problème, à discuter des enjeux, à poser les choses autrement et donc à avancer. On est vraiment ravis que le professeur Denis soit là pour nous parler cet après-midi. Il est rare que des experts de sa trempe se prononcent en public et c'est tout à son honneur. Et nous avons aussi l'insigne plaisir d'avoir avec nous John Christensen et Alvin Mosiama. J'ai une petite anecdote, et vraiment je me disais, comme disait Claude, je n'ai pas l'habitude de parler si peu. En 2004, alors que j'étais à Paris avec François-Xavier Berchard, nous étions à créer la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires de France, qui est devenue l'alter ego français du Tax Justice Network et de plusieurs organisations. Et nous savions alors, en 2004, que quelque part, il y avait John Christensen, il y avait le Tax Justice Network à Londres, et que nous agissions en fait sous l'impulsion de ces gens compétents qui mettaient en branle un grand mouvement et de pensée et d'indignation, ô combien légitime. Et je suis tellement ravi qu'aujourd'hui, cette impulsion de 2003 du Tax Justice Network trouve ses répercussions ici même, jusqu'à Montréal. Je vais vraiment faire court. J'avais beaucoup de choses à dire, mais effectivement, je vais m'en tenir à évoquer cette contribution que le Tax Justice Network en termes interdisciplinaires pour comprendre l'enjeu que l'on fait face aujourd'hui, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. Et donc, c'est un grand plaisir pour nous de souhaiter la bienvenue à nos invités. C'est le but pour a progressive tax system to end the tax loopholes and tax breaks that benefit the wealthiest, to stop the race to the bottom in the world on corporate tax rates, to curb offshore tax havens and banking secrecy that facilitates crime, corruption, and tax evasion. And we're campaigning for new sources of public revenue, such as the financial transaction tax. And we also want to support campaigns for environmental goals, taxes that would contribute to environmental goals, such as a carbon tax. Okay, next. Well, in Canada now and in Quebec, our governments are faced with the whole issue of deficits and debt, and they're using these deficits that they created themselves as an excuse now for
severe cuts to social programs, to public services, and to public service jobs. But we really need to ask, why do we have these deficits? What is the reason for these deficits? And the reason is primarily tax cuts. And secondly, the impact of the recession in 2008 and the weak economic recovery that we've seen. We still have not recovered the jobs that we lost during the recession. But it is definitely not a question of government overspending. In fact, if you look at the percentage of government spending as a percentage of the GDP, whether we're talking in Quebec or in Canada, it is much lower now than it has been in previous years. And in fact, our economy was much healthier in previous decades when the percentage of government spending was much higher as a percentage of the GDP. So what is the fix that is needed? What is the solution? The solution, number one, is fair taxes, and number two is a poverty reduction and economic development strategy that would address the real causes of our problems of productivity, which are weak consumer demand and the fact that many people are excluded from full participation in the economy because of poverty and other barriers. Okay, next. So, we need to lower the deficit by fixing the revenue problem. Here in Quebec, the Quebec government actually had over $1 billion in tax cuts that mainly, 80–90% of that benefited the richest people. It was not, and it did not help the economy. So, the first priority is to try to get governments to address the deficit problem. Even though I think the deficit problem is overblown, they make it bigger than it really is, it still is a problem that needs to be addressed. But there is a much better solution, and that is a revenue side solution. Next. One of the most important areas that we need to fix is the corporate tax rate. In Canada, we have now reduced corporate taxes to the lowest in the G7, G8, and one of the lowest in any industrialized country. In fact, the report recently from the Tax Justice International said Canada is on the verge of becoming a tax haven because our tax rates are so low. And yet the corporate taxes have done nothing. They've taken the extra money that the corporations have had. They have not invested it in creating jobs. The large multinationals have just taken the money out of Canada. It's done our economy no good at all. But the real problem is, and what would really help the companies, if we were really wanting to help companies, is help lower unemployment. The big problem is they're not investing because there is weak consumer demand. What's the point of investing if nobody's going to buy their products or their services? And so really what needs to be done is fix the unemployment problem, fix the unequal distribution of wealth, increase the amount of disposable income in the middle and lower sectors of the economy, and that would do more to help business than tax cuts. There are a few business people that realize this, but unfortunately the majority don't know what's good for them. Okay, next. The next thing we need to do is raise the taxes on high-income earners. But we don't just need to
instate the higher marginal tax rates that we used to have, because many rich people have all kinds of ways to avoid paying their actual income tax rate that they should. So we have to fix the loopholes, and there are many of them now. There are many ways in which rich people avoid paying their fair share. The biggest problem is that income from interest and investments is taxed at half the rate. Only half the income is taxed. So if you work hard for your income, it's taxed at 100%. If you just sit back and collect money from your investments or on your gambling, because a lot of investment is not even productive investment, a lot of investment nowadays is just pure gambling. Only 50% of that is even taxed, and even then at a very low rate. So we have to close the loopholes. And of course, one of the biggest things that is a loophole facilitating the rich avoiding paying their taxes is tax havens. And so we need to tackle tax havens. And in this issue, Canada has a self-interest. But if we were to join in the global effort to close tax haven loopholes, we would also be doing a big service, probably more important for us to help to tackle tax havens if we want to really help the poor in Africa or in other developing countries, is to deal with this issue. The little bit of money we give in aid, and the recent federal budget actually reduced our aid by 10%. Really, that's not much help, when for every dollar that goes to developing countries, to poor countries in aid, $10 is flowing out. So let's help stop the bleeding. And we would benefit as well, because in Canada we are losing tens of billions of dollars. Tens of billions of dollars. It's not clear exactly how much, but it's huge. This money could fund our healthcare system. We would not have to have any of the cuts in programs that our provincial and federal governments are implementing. So we need to support tackling tax havens. So that's it. I just wanted to draw your attention that we do have a website. It's partially bilingual. We're still working on it. But you can sign on and join our campaign. And we intend to collaborate very closely with our allies here in ATTAC-Québec, in the Paradis Fiscaux, and hopefully we can work together to achieve some changes. A final note, there are some openings at the federal level. The Finance Committee now hopefully will be lifting up the issue to do a study of tax havens. Huang Mai, who is the NDP critic for revenue, who is here today, he's very keen to collaborate with us to push this issue in the Finance Committee and in the Canadian Parliament. But to be effective, we need an alliance of civil society, social movements, and our allies in Parliament to really move this issue forward. So we've got an opportunity now. We need to really work on that. Thank you.